On pourrait ne faire que la regarder et la dévorer des yeux. Et pourtant, elle s'écoute aussi, avec le chant des cigales intimement mêlé à la caresse de la Méditerranée. Ailleurs que sur la Côte d'Azur, peut-être, les symboles ne seraient que clichés. Mais ici, ils renvoient aux trésors les plus enfouis d'une terre de tous les contrastes. Vertigineux kaléidoscope où l'ancrage terrien le dispute à l'appel du large, où la diversité des sites fait écho à la légendaire prodigalité de la cigale. Même la mer n'est qu'apparent facteur d'unité. De Calanque en large baie, la Côte d'Azur n'est que rupture, changement, bouleversement et émerveillement. Bien sûr, il y a le soleil, présent près de 3000 heures par an, la luminosité du ciel et l'incomparable douceur du climat. Mais pour le reste, la Côte d'Azur multiplie les télescopages, les influences, des parfums ou des couleurs. Elle est d'abord rencontre des hommes, guerriers et artistes, aventuriers de tous les tumultes et chasseurs de la douceur de vivre. Aujourd'hui, Européens et Américains, hier Anglais et Russes, avant-hier Ligures, Étrusques, Celtes ou Sarrasins, dressés devant les Barbaresques et les Espagnols, les fortifications essaiment partout, aux côtés des vestiges grecs ou romains, des remparts d'Antibes aux arènes de Fréjus. L'architecture n'y est jamais une, mais toujours multiple. Même à notre époque, s'y côtoient les symboles du modernisme, le plus avant-gardiste, et les villages témoins d'une autre façon de vivre. Les hôtels rococo du Nouvel Âge d'Or, de l'époque où la côte ne vivait qu'en hiver pour le plaisir des têtes couronnées et des milliardaires exotiques, l'époque où elle renaît et sort d'une longue léthargie. Son nom lui-même n'a guère plus de 100 ans, tout comme le rattachement du comté de Nice à la France. En moins d'un siècle, l'histoire s'accélère et tout ici en témoigne. De Saint-Tropez à Monaco, la région est devenue le carrefour de la jet-set internationale, tout en demeurant la gardienne des plus authentiques traditions méridionales. Je vous invite à découvrir ou à revoir peut-être autrement l'un des derniers paradis terrestres. Notre balade commence à Hyères, porte de la Côte d'Azur. La ville foisonne de plantations et d'essences que regroupe le jardin Olbius-Riquier. Tolstoï et la reine Victoria y ont trouvé le repos, et bien avant eux, Saint-Louis, de retour des croisades. Les ruines du château et les vieux quartiers vibrent encore de ces riches heures. Les rues sinueuses se faufilent à l'envi entre portes médiévales, églises romanes et hôtels de la Renaissance. La ville moderne a su croître harmonieusement sous la garde de la tour Saint-Blaise, dressée il y a plus de 8 siècles par les Templiers. C'est d'une autre fortification que vous effectuerez l'embarquement pour les îles d'Hyères. La tour fondue, édifice sarrasin situé au bout de la presqu'île de Gien, elle-même sertie de marais salants. Les îles d'or de la Renaissance ne sont accessibles qu'aux seuls piétons et cyclistes, et sont restées presque aussi sauvages qu'au premier jour. À Porquerolles ou au Levant, quelques fortins témoignent encore des batailles échevelées que se livrèrent Barbaresques et Turcs pour la possession de ces lambeaux de terre. Retour sur la côte, et c'est le fort de Brégançon qui s'offre à nos yeux. Aménagé par Louis XIV et Napoléon, il est devenu l'une des résidences d'été des présidents de la République. Nous voici maintenant au Lavandou, premier maillon d'une nuée de stations balnéaires, toutes lovées dans les contreforts abrupts du massif des Maures et de la chaîne des Pradelles. Au débouché du Lavandou, voici Bormes-les-Mimosas, océan de collines orienté au sud, océan de fleurs protégé des excès du Mistral. Des ruines du château des seigneurs de Fos à la chapelle gothique Saint-François, en passant par les ruelles les plus escarpées, le village a sauvé sa mémoire et survécu aux innombrables saccages et invasions. Au-dessus de Bormes, la route s'élève encore, une route forestière, direction la Chartreuse de Verne.
À plus de 400 mètres d'altitude, perdus au milieu des châtaigniers, subsistent les surprenants vestiges d'un monastère fortifié, édifié au XIIe siècle, et dont le porche monumental s'orne de serpentines, cette roche aux marbrures vertes et noires. Puis vient la forêt du Don et la vallée de la Môle, avec son château du XIe siècle, coiffé de 2 tours rondes, et son souvenir de Saint-Exupéry, qui un peu plus tard s'abîmera en Méditerranée, au large de l'Estérel. De Saint-Clair au Rayol, les calanques s'enfilent comme autant de perles précieuses, jusqu'aux immensités sablonneuses de Cavalère. C'est par 2 nids d'aigles, au cachet délicieusement médiéval, que s'ouvre la presqu'île de Saint-Tropez. Ramatuelle et ses maisons blotties à flanc de colline, Ramatuelle et son cimetière, où repose Gérard Philippe. Puis voici Gassin, succursale du paradis terrestre, aux yeux de Colette. Fondé au XIIe siècle par les Templiers, au départ des Sarrasins, le village conserve intacts ses remparts moyenâgeux, au sommet d'un piton altier. Maintenant, la route retrouve la plaine, serpentant entre vignes et sables fins, pour gagner le golfe de Saint-Tropez. C'est là que fut retrouvé, dans une barque, le cadavre intact d'un légionnaire décapité par Néron, et dont la ville a gardé le nom. À la fin du XVIIe siècle, la ville passera sous la coupe de l'amiral de Suffren, l'un de nos plus grands marins. Mais auparavant, ce sont les Génois qui lui redonneront sa splendeur. Les maisons pastel de la crique de la Ponche évoquent avec douceur ce passé italien. Douceur qui contraste avec le passé guerrier et les hauts faits de résistance des Tropéziens, repoussant au XVIe et XVIIe siècle tous les envahisseurs. En surplomb de la ville, la citadelle, avec son fort et ses créneaux, rappelle ses faits d'armes. Remarquablement conservée, elle abrite aujourd'hui festival d'été et musée de la marine. Mais le charme de Saint-Tropez est avant tout dans ses rues pavées et sur ses quais, prétexte aux plus insolites rencontres. Le védétariat y a élu domicile, suivant la trace des peintres qui, il y a près d'un siècle, ont redécouvert Saint-Tropez. Leurs œuvres sont conservées dans les murs du XVIIe siècle de la chapelle de l'Annonciade. Dans le sillage de ces artistes, c'est le tout Paris qui s'est engouffré dans la brèche tropézienne, de Mistinguett à Brigitte Bardot, suivi du tout showbiz planétaire. Signe de cette renommée universelle, la constellation de yachts qui rivalisent de prestance dans les eaux du port. Mais Saint-Tropez, c'est aussi la nuit. Regardez. Quitter Saint-Tropez, ce n'est pas pour autant abandonner son golfe, comme l'a remarquablement compris au début des années 60 l'architecte François Spohéry. C'est sur le site d'un port antique, englouti par les marais, qu'il a réalisé Port Grimaud, cité lacustre. Comme sur la lagune vénitienne, les maisons toutes accolées et au ton pastel sont accessibles en bateau, pontons et ponts enjambant les multiples canaux de cette cité aux couleurs délicieusement italiennes.
Après ce témoignage résolument moderniste, la tentation est trop belle de rentrer à nouveau dans les terres pour revenir plusieurs siècles en arrière. Saut de puce dans l'espace, mais saut de géant dans l'histoire. Avec la découverte de Grimaud, accroché aux pentes des morts et qui possède un patrimoine médiéval d'une fabuleuse richesse. Si le château est réduit à l'état de ruine, le village conserve une somptueuse basilique romane et une maison des Templiers du XIe siècle, ainsi qu'une remarquable chapelle des pénitents blancs. Quelques kilomètres plus au sud, et c'est une quasi-sœur jumelle qui s'offre à l'amateur du Moyen-Âge, Cogolin, avec son église Saint-Sauveur, également du XIe siècle, et ses vestiges, des fortifications dressées au XVe siècle par les chevaliers de Malte. Elle était princesse, fille des seigneurs de Grasse et Antibes. Elle est aujourd'hui reine du farniente et de la douceur de vivre. Orientée plein sud, Sainte-Maxime déroule avec séduction ses 10 kilomètres de littoral, succession de plages de sable fin et de sauvages calanques. Longtemps comptoir marchand, la ville vit aujourd'hui au rythme du tourisme, actif été comme hiver. À Sainte-Maxime, les amateurs d'histoire et de culture seront comblés avec, entre autres, la visite à quelques kilomètres du musée du phonographe et de la musique mécanique. Mais le charme premier de Sainte-Maxime réside dans la douceur de son climat, dans l'authenticité provençale de ses marchés en plein air et dans ses environs, prétexte à de rafraîchissantes promenades en sous-bois. Dans la continuité de l'élégante Sainte-Maxime, fleurissent des stations dont la modestie disparaît devant le charme. Plages blotties au creux de vallons et de coteaux, aussi abruptes que sauvages. Ici, on ne fait pas mystère de la qualité de l'eau. Nous voici aux Issambres, avec sa longue plage de sable. Plus à l'intérieur des terres, avec la commune mère de cette station balnéaire, Roquebrune-sur-Argent et son célèbre rocher. Le vieux village médiéval surplombe les rives de l'Argent, niché au cœur d'une curiosité géologique, le massif de Roquebrune, totalement distinct des morts, et dont la silhouette de grès rouge déchiqueté n'est que succession de gorges et de falaises impressionnantes. Nous retrouvons la mer à Saint-Égulphe, où vous aurez le loisir de pratiquer un certain nombre d'activités aquatiques, en fonction de vos envies et de votre budget. C'est là, à Saint-Égulphe, aux portes de Fréjus, que s'achèvent les morts. Non seulement cette corniche que nous avons empruntée depuis des kilomètres, mais le massif lui-même. Cette chaîne cristalline, de schiste et de granit, contemporaine du massif central, étonnante dans une Provence toute vouée aux roches calcaires, ce paradis des châtaigniers, des bruyères et des arbousiers que nous n'avons fait qu'effleurer en suivant le littoral. Nous voici maintenant à Fréjus, couvée par César, mais surtout par Auguste. Elle fut l'un des bastions de l'Empire romain, siège d'un immense chantier naval, entouré par près de 3 kilomètres de remparts. De ce prestigieux guerrier, pourtant, il ne reste rien. Seules les constructions civiles ont résisté à l'épreuve du temps, comptant aujourd'hui parmi les plus anciennes de France. C'est le cas des arènes, qui pouvaient accueillir jusqu'à 10 000 spectateurs. Vous y découvrirez également un aqueduc de plus de 40 kilomètres, l'un des plus longs de la Rome antique. Quelques murs du théâtre ou des remparts, la porte dorée, où les vestiges de 2 citadelles à l'est et à l'ouest témoignent aussi de cette grandeur révolue. Mais le patrimoine de Fréjus ne s'arrête pas à ces vestiges de la grandeur romaine. La ville recèle des trésors médiévaux qui n'ont rien à envier à ce faste antique, avec entre autres la cathédrale fortifiée, bâtie à l'emplacement d'un temple de Jupiter, ou bien l'hôtel de ville, jadis siège d'un évêché qui donna à la chrétienté le pape Jean XXII. Sœur jumelle de Fréjus, voici Saint-Raphaël,
dont le destin, pourtant, a suivi des chemins radicalement différents. Le golf, le casino ou le yacht club témoignent de la vocation résolument balnéaire de la ville. Cette ville d'eau qui, au XIXe siècle, renoua avec son passé de villégiature gallo-romaine pour accueillir l'élite du raffinement européen, de Berlioz à Lamartine et de Gounod au maréchal Gallieni. Dans le bourg primitif, pourtant, certains témoignages rappellent le passage des moines de Lérins, des Templiers, puis des Chevaliers de Malte. L'exemple le plus riche en est l'église de style roman provençal, bâtie au XIIe siècle et refuge des populations contre les raids dévastateurs des Sarrasins. Reste, dans cette évocation de Saint-Raphaël, une large dimension imaginaire qu'entretient, près des ruines du château épiscopal, un musée des fouilles sous-marines. La légende ne veut-elle pas qu'au large, à l'abri des récifs du lion de terre et du lion de mer, résident les vestiges d'une cité engloutie? Sitôt quitté Saint-Raphaël, cette dimension mystérieuse se prolonge et donne sa pleine mesure dans le massif voisin de l'Estérel. À peine avons-nous quitté les dernières maisons de la luxueuse Valescure que la route s'ouvre sur près de 30 km de solitude aussi sauvage qu'absolue. Tout au long de cette escapade, sur ce qui fut la voie aurélienne, l'une des plus importantes de la Rome antique, se découpe ravin profond et pic déchiqueté, noyé dans une féerie de couleurs. Rouge et parfois bleu, les porphyres de l'Estérel se marient avec toute la gamme du maquis, pins et bruyères, lavande et genêt. Du pic de l'Ours au Mont Vinaigre, à plus de 600 mètres, les sommets évoquent, dans l'aridité même de leur nom, une longue cohorte de brigands, de bagnards évadés ou d'ermites profondément mystiques. Une sauvagerie qui contraste avec le charme paisible de la Corniche d'Or, frange littorale où l'Estérel plonge dans la mer en une myriade de falaises, de promontoires, de récifs et d'îlots. Regardez. L'Estérel était violence, des hommes, des sites et des couleurs. Son débouché, le golfe de la Napoule, est douceur, pastel et nuance, havre de paix, découpé au pied des cimes neigeuses des Alpes du Sud. La baie, prélude à celle de Cannes, n'est qu'une suite de plages magnifiques. Théoul, ultime survivance de l'Estérel, puis la Napoule et ses 6 km de rivage balnéaire. La ville, autour de son château du XIVe siècle, restauré avec amour au début du XXe siècle par un artiste américain, est devenue depuis le cadre d'un musée d'art permanent. Voici enfin la luxueuse Mandelieu, paradis des sports nautiques, toute proche de Cannes. Raffinement, élégance, luxe et opulence, telle est Cannes, carrefour des superlatifs, rencontre de la richesse et de la beauté,
rendez-vous du Gotha international. Sur 2,5 km, la somptueuse croisette aligne avec la plus naturelle des nonchalances le sable le plus fin de la côte et les temples les plus flamboyants du luxe architectural. Du petit port, encombré de roseaux, il ne reste que le nom de la ville. Les petits bateaux de pêche ont depuis longtemps cédé la place à des embarcations beaucoup plus orientées vers le plaisir. Les plus folles régates remplacent les traditionnelles sorties de marins-pêcheurs. Carlton, Majestic, Martinez, les noms claquent comme autant de légendes qui se perpétuent et s'enrichissent au fil des ans. Né après la guerre, le Festival du film demeure l'un des événements médiatiques les plus importants de la planète. Les légendes y sont poussées à leur paroxysme. Et la réalité dépasse la fiction. À Hollywood, ce sont les empreintes de pieds qui sont figées dans le sol. À Cannes, les empreintes de mains du 7e art mondial. Le passé, c'est à quelques encablures nautiques qu'il faut le chercher. Face à Cannes, sur les îles de l'Érins, dont la vocation monastique remonte à plus de 15 siècles. Saint-Honorat y conserve un monastère cistercien, dont les occupants distillent la lérina, liqueur verte aux 50 plantes. On y trouve aussi un vieux château du XIe siècle, vestige de la citadelle, monastère partiellement détruit au fil des pillages. Voici Mougins. La légende assure que la Vierge s'y livrait, jadis, au plus beau des miracles. Elle ressuscitait les morts-nés le temps du baptême, le temps de leur ouvrir les portes du paradis. Un paradis qui aujourd'hui s'auréole de toques, celle du guide Michelin. Des plus modestes aux plus prestigieux, les restaurants ont fait de Mougins un des hauts lieux de la gastronomie française. Symphonie du goût et des parfums, la cuisine est une émotion qui allie plaisir et imagination. La Côte d'Azur se regarde, elle s'écoute, mais souvent, il arrive qu'elle se hume, qu'elle se respire, qu'elle soit subtile distillation de parfums et riche senteur. La fleur est reine, sur tout le littoral azuréen, mais c'est ici, à Grasse, qu'elle donne sa pleine mesure. Sous-préfecture des Alpes-Maritimes, la ville est d'abord capiteuse capitale. Depuis plus de 4 siècles, ses parfums font tourner les têtes de toute la planète. Girofle ou vétiver, les essences les plus lointaines et les plus raffinées sont distillées à Grasse, tout comme les fleurs et les plantes qui s'épanouissent dans les plaines voisines. Sous serre ou en plein champ, c'est un embrasement de couleurs, un carrousel d'odeurs enivrantes, jasmin, rose et réséda, violette, œillet. Aujourd'hui encore, une trentaine de parfumeurs perpétuent, dans le monde entier, l'activité développée par Tombarelli. C'est cet alchimiste florentin qui distilla, le premier, lavande et romarin pour le plaisir de Catherine de Médicis. C'est en effet à une reine que le parfum doit aujourd'hui d'être roi à Grasse. Et c'est une autre femme, Pauline Bonaparte, sœur de l'empereur, qui a donné à la ville son lustre résidentiel, il y a près de 2 siècles. De fastueuses propriétés enserrent, aujourd'hui encore, la vieille ville qui rayonne autour de la place du Petit Puy. C'est là que se dresse la cathédrale Notre-Dame, rencontre encore hésitante au XIIe siècle des styles romans et gothiques. Face à elle, l'hôtel de ville et sa tour médiévale, jadis siège des évêques de Grasse. Et aussi les ruelles cascadant à flanc de coteaux, ménageant toutes sortes de surprises. La place des Airs, son marché aux fleurs et sa fontaine à vasques superposées. Ou encore, sur le cours, le musée Fragonard, célèbre peintre du XVIIIe siècle, qui est un enfant du pays. Quelques kilomètres plus loin, c'est Vallauris.
de la vallée d'or romaine, il reste le nom du village, mais aussi une tradition qui compte parmi les plus anciennes de la côte, le travail de l'argile. Largement réputés et reconnus, les potiers et céramistes de Vallauris perpétuent un artisanat local vieux de 2000 ans, ou presque. Sous Tibère déjà, on y cuisait des briques et de la vaisselle. Et pourtant, cette tradition serait morte sans doute sans le coup de pouce d'un génie appelé Picasso. C'est en s'installant dans un atelier du village que l'artiste a relancé, dans les années 50, une activité moribonde. Nous voici à Biot. Ce pourrait être la sœur jumelle de Vallauris, tant elle cultive les parentés, l'ancienneté des traditions et le patronage d'un artiste contemporain. À Biot, c'est Fernand Léger que le musée honore, musée qui s'orne en façade d'une monumentale mosaïque en céramique. Car ici, aussi, l'artisanat est ancestral, fidèle aux jarres qui fabriquaient les phocéens. Depuis les années 50, une autre tradition est remontée à la surface, la verrerie d'art. Les techniques de fusion ont évolué, mais le soufflage du verre demeure totalement fidèle aux pratiques d'antan. Un pied dans l'Antiquité et l'autre dans l'an 2000. Valbonne illustre à merveille cette facette particulière de la Côte d'Azur, ce choc, pour ne pas dire ce télescopage des cultures d'hier et de demain. La vieille ville garde de fortes réminiscences médiévales, comme le beffroi légué par les moines cisterciens. Mais Valbonne, c'est aussi, en pleine nature, entre Pinettes et Maquis, Sophia Antipolis, porte ouverte sur les technologies du futur, espace, biologie, informatique et télécommunications. La plus grande technopole européenne s'inspire des centres de recherche californiens. Elle réunit, sur des dizaines d'hectares, matières grises et espaces verts, petites entreprises high-tech et géantes multinationales. Cette extraordinaire concentration de savoir-faire trouve sa pleine expression dans les télécommunications. Clin d'œil à la Silicon Valley californienne, la Côte d'Azur voit apparaître une Telecom Valley qui, sur moins de 50 km, réunit les plus grands acteurs mondiaux de ce domaine. Le village de la Gaude est également symbolique de cette dimension moderniste de la côte. C'est là qu'il y a plus de 30 ans, le numéro 1 mondial de l'informatique est venu implanter l'un de ses grands centres de recherche. Les ingénieurs et techniciens du site conçoivent ici des produits qui équipent les réseaux informatiques du monde entier. Niché au pied du Baou, le coquet village de Saint-Janet, qui recèle, entre Tours et Chapelle, le lavoir de la célèbre mère Denis, celle de la publicité. À Saint-Janet, le cadre est idyllique. Pour les sportifs et les promeneurs, l'ascension du Baou offrira une vue inégalable sur le littoral azuréen, la vallée du Var, et au printemps, sur les cimes enneigées du Mercantour. Pour les adeptes d'autres plaisirs, l'accueil est assuré. Vence. La cité surplombe champs de fleurs et plantations d'oliviers. Mais derrière ce calme champêtre, ces vieilles rues médiévales bruissent encore du passage tumultueux des envahisseurs, romains et lombards. Les remparts, partiellement conservés, et les portes fortifiées, rappellent ces périodes troublées et les efforts entrepris de François Ier à Henri IV pour défendre les marches du royaume de France. Tout aussi imposant s'avère le château seigneurial dont la construction, au XVIIe siècle, a intégré une spectaculaire tour carrée du XIVe siècle, vestige de la citadelle antérieure. Au pied du château, la place du Pérat, avec sa fontaine et ses ombrages,
conserve sa vocation de centre du village féodal, alors que fourmillent dans les rues avoisinantes les chapelles du XVIIe siècle devenues musées et salles d'exposition. Omniprésente, la dimension religieuse prend avance de formes aussi remarquables qu'extrêmes. Au centre du village médiéval trône la cathédrale de style roman, construite au XIe siècle à base de pierres arrachées aux vestiges romains des environs. Et à l'extérieur de la ville s'impose au regard la chapelle dominicaine du Rosaire, érigée en 1950 et décorée par Matisse, qui joua en virtuose de la sobriété de ses propres dessins et de la chaleur exubérante du soleil azuréen. Plus spectaculaire encore, dans sa dimension médiévale, apparaît le village perché de Saint-Paul-de-Vence. Poste avancé du royaume de France, face au territoire de la maison de Savoie, il garde de ce passé guerrier une lourde couronne de remparts dressée sous François Ier. Tours de défense et tours de guet encadrent toujours les portes du village, dont les ruelles abritent de superbes maisons et dont les placettes aux multiples fontaines ont fait et font toujours le bonheur de quelques boulistes célèbres. Mais Saint-Paul-de-Vence, en dépit de cette apparence belliqueuse, conserve aussi le souvenir d'un Moyen-Âge voué aux troubadours. Aux poètes de jadis ont succédé les peintres et les artistes. Paradis du tourisme, Saint-Paul-de-Vence est mondialement connu. Retour sur le littoral, où l'on pourra saluer Napoléon à Golfe-Juan. C'est là, en effet, qu'il débarqua de son île d'Elbe en 1815. Le commun des mortels peut, toutefois, profiter lui aussi du paresseux cap d'Antibes, crénelé dense et de plages comme la célèbre Garoupe. En surplomb, sur le plateau, se dresse Notre-Dame du Bon-Port, avec ses deux nefs des XIIIe et XIVe siècles. Elle est la patronne des marins antibois. Au sommet même du cap s'élève un phare qui troue la nuit sur plus de 70 km et domine la ville d'Antibes. Car la voilà, enfin, l'Antipolis des Grecs, littéralement la ville qui faisait face à Nice. Après plusieurs siècles d'éclipse, elle renaît au XVIIe siècle comme place forte du royaume de France, sous la houlette de Vauban. Au cœur de la ville fortifiée trône le château et son donjon du XIVe. Il abrite aujourd'hui un musée Picasso. D'Antibes, pourtant, on retiendra aussi le nom d'un autre artiste, Sidney Bechet, déambulant au gré des ruelles et des placettes ceinturées par les remparts. Mais la ville ruisselle de 1000 autres perles, le marché aux fleurs et le parfum de ses célèbres roses. Le port abrité, apprécié de toute l'armada des plaisanciers méditerranéens, l'église du XIIe siècle avec sa tour carrée et le sanctuaire jumeau qui lui tient lieu de clocher, le musée Pennet, peintre des célèbres amoureux de la Saint-Valentin, et le fort carré, lui aussi dressé par Vauban. Mais Antibes, c'est aussi Jean Lépin, qui au plus profond des nuits estivales brille de 1000 feux et de 1000 notes de musique, à commencer par celle du célèbre festival de jazz. Une ambiance de fête qui cadre parfaitement avec l'histoire de cette charmante cité balnéaire. Après un prince britannique, c'est un milliardaire américain qui a fait sa célébrité.
Reprenons la route de Nice et du royaume de Savoie. Avec la fin du golfe d'Antibes, s'ouvre la prestigieuse baie des Anges et son cortège de longues plages de galets. À l'embouchure du Loup, voici Villeneuve-Loubet. Le village de Villeneuve-Loubet se love au pied de son château du XIIe siècle, qui domine la colline. Curiosité locale et gastronomique, le musée culinaire voué à Auguste Escoffier, grand maître de la table française. Autre lieu, autre passion sur le littoral, avec le plus grand hippodrome de province, à l'entrée du Gros de Cagnes, station balnéaire de Cagnes-sur-Mer. À 5 minutes de l'aéroport international de Nice, le deuxième de France, Cagnes offre aux baigneurs 4 kilomètres de plage et un authentique port de pêche. Protégé par la vieille église des pêcheurs, il abrite les derniers pointus de la côte, ces barques typiques de la Méditerranée. Respectueuse des traditions, Cagnes-sur-Mer l'est aussi de son environnement. La qualité de ses eaux lui vaut de recevoir chaque année le pavillon bleu européen des plages propres. Tourné vers l'avenir, Cagnes cultive aussi son passé. Autour de son château-musée du XIVe siècle, ancienne demeure des Grimaldi et des ruelles ombragées de son village médiéval. Ici encore, de nombreux artistes ont trouvé d'intarissables sources d'inspiration, tels Auguste Renoir. Sa propriété atelier du domaine des Collettes est devenue un musée municipal qui offre une approche intime, originale et émouvante de l'un des plus grands peintres français. Nice, c'est le miroir de l'Italie qui imprègne les murs de la vieille ville. Et le reflet d'une cité cosmopolite dont la meilleure illustration est une cathédrale orthodoxe russe. Pourtant, c'est un autre peuple qui a fait le renom de la ville, de sa baie des Anges et de sa promenade des Anglais. À l'origine, un banal sentier tracé en bord de mer par un révérend d'outre-Manche. Tout au long de la célèbre artère, ont fleuri à la belle époque les plus rococo des villas, hôtels, palais et casinos, toujours présents aujourd'hui. Le fleuron en est le Negresco, construit en 1900 et promu depuis au rang de monument historique. C'est à ses pieds que paradent les limousines, déambulent les touristes et se prélassent les baigneurs. Contraste avec la sobre simplicité du Vieux-Nice qui, lui aussi pourtant, voisine avec le bord de mer. Derrière le chamarré marché aux fleurs s'enchevêtrent les plus italiennes des ruelles, masquant parfois les crépis pastels des façades. Le linge y sèche aux fenêtres, à l'ombre d'innombrables chapelles dues aux multiples confréries de pénitents ayant modelé la vie niçoise. De cette profusion de vieilles pierres, on retiendra 3 monuments du XVIIe siècle. La cathédrale Saint-Réparate, qui honore la patronne de la ville, une enfant martyre, l'église Saint-Jacques, réplique du Jésus de Rome et, comme elle, lieu de culte des jésuites, et enfin le palais Lascaris, écrin idéal d'un musée des arts et tradition populaire niçoise. Lieu de prédilection d'une nuée de petits métiers et de restaurants hauts en couleur, le Vieux-Nice est à la fois grouillement et repos, agitation et fraîcheur, blotti au pied d'un éperon rocheux de 90 mètres, le château. De là-haut, le visiteur découvrira le port, creusé dans l'ancienne embouchure du Paillon, ce torrent qui dévale les pentes de l'arrière-pays. Mais il profitera aussi des fouilles qui ont mis à jour les vestiges de temples antiques et de l'ancienne cathédrale Sainte-Marie. C'est là aussi que trône la tour Belanda, seule relique d'un château féodal réputé pour ses faits d'armes. La mémoire niçoise y conserve le souvenir de Catherine Ségurane, fougueuse lavandière, qui au XVIe siècle galvanisa l'ardeur de la population et mit en fuite les galères turques du célèbre Barberousse. À Nice, pourtant, l'histoire ne s'attarde jamais.
Sitôt franchi les limites de la vieille ville et de la piémontaise place Garibaldi, voilà qu'apparaissent les grands espaces, tirés au cordeau de l'esplanade d'Acropolis, avec ses somptueux théâtres, palais des congrès et musée d'art contemporain, de la promenade du Paillon avec ses jets d'eau, de la place Masséna et du jardin Albert Ier avec ses palmiers. Sur l'une des collines qui surplombent la ville, Cimiez, où, de nouveau, s'entrechoquent souvenirs et influences. Celle de la reine Victoria, attachée aux luxueux hôtels de ce quartier résidentiel. Celle aussi des premiers habitants de la cité, les Ligures, et surtout les Romains, qui déjà avaient fait du site le centre administratif de la région. De ce passé prestigieux, les archéologues ont exhumé les vestiges des arènes où furent martyrisés Saint Pons et Saint Nazaire, et où se déroule aujourd'hui un électrique festival du jazz. La peinture est reine à Cimiez et présente sous toutes ses formes. Non loin de là, l'on pourra visiter le musée Matisse, où sont exposés dessins et tableaux réalisés par le maître dans son atelier niçois. Et tout proche, un havre de paix, les jardins du monastère de Cimiez. Allez, je ne voudrais pas que nous quittions Nice sans un détour par chez mon ami Wayne, l'un des pubs les plus animés du Vieux-Nice. Et particulièrement le soir, nous avons tourné. C'était la finale du mondial de football. Après une nuit agitée, il nous faut maintenant quitter la baie des Anges. Derrière le mont Boron et sa citadelle du XVIe siècle, épargnée par Vauban, paraissent la Riviera. Jusqu'à Menton et à l'Italie, les rochers retombent littéralement dans la mer, dans un enchevêtrement de fleurs, de plantes et de palaces aussi luxueux que baroques. Sur la plus basse des trois corniches qui épousent le littoral, Villefranche-sur-Mer est la première étape de ce nouveau parcours enchanté. Sa rade est la plus profonde et la plus vaste de toute la côte, justifiant son passé de port militaire et d'arsenal des rois de Sardaigne. Une tradition maritime qu'entretiennent aujourd'hui le port de plaisance et le port de pêche, dont l'animation contraste avec les secrets cachés de la vieille ville. Celle-ci n'est qu'un entrelac de ruelles alternant passages voûtés et raides escaliers. Ici encore, un artiste des plus renommés a laissé sa trace, Jean Cocteau, à qui fut confiée la décoration de Saint-Pierre des Pêcheurs, une chapelle romane que le temps avait ravalée aux statues de hangars à filets. Encore un cap, et encore le plus opulent des décors. Comme à Antibes, le Cap Ferrat avance dans la mer, en un froissement de demeures paradisiaques, protégées des regards par une nature foisonnante et généreuse. Au départ du petit village de Saint-Jean, un ancien village de pêcheurs, toutes les promenades autour du Cap sont un ravissement. Il flotte sous les pas du promeneur les ombres des innombrables célébrités qui ont fréquenté les lieux.
De Léopold II, roi des Belges, à Somerset Maugham ou Isadora Duncan. Au bout de la presqu'île, pourtant, une chapelle érigée au XIXe siècle rappelle que bien avant d'attirer tous les regards mondains, le Cap Ferrat servit de refuge à un ermite niçois devenu Saint-Hospice. Aux côtés de cet oratoire et d'une tour de guet du 8e siècle, une immense vierge en bronze surveille l'horizon, protégeant de son regard les marins partis au large. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont plaisanciers et abrités entre autres à Beaulieu-sur-Mer, calfeutrés derrière le Cap Ferrat. Dans cette ravissante station, le chercheur d'inédits et de curiosités s'attardera sur la villa Kérylos. Fruit de la passion d'un riche archéologue amateur, elle est l'exacte réplique d'une demeure de la Grèce antique. Avec aise, notre route s'élève. Si la plage sur la basse corniche ne manque pas d'attrait, l'essentiel du village est ailleurs, plus haut, sur la moyenne corniche, trônant au sommet des vertigineux à pic qui plongent dans la Méditerranée. À 400 mètres d'altitude, Èse se perche sur un éperon qui, dès l'Antiquité, sut séduire les Phéniciens, qui y élevèrent un temple en l'honneur d'Isis. D'Isis à Èse, la transition était faite. De cette vocation de promontoire, autrefois militaire, il ne reste que les ruines d'un château et 2 portes fortifiées des remparts, tous mis à bas par Louis XIV. En revanche, le village a conservé de son passé médiéval un labyrinthe de rues voûtées, parcouru d'escaliers, ainsi que la chapelle des Pénitents Blancs, érigée en 1306. C'est plus haut encore qu'Èze et la Riviera s'offrent au regard dans toute leur magnificence. Plus haut, sur cette grande corniche que Napoléon traça dans le sillon de l'antique voie aurélienne. D'un panorama à l'autre, la route traverse un nouveau village, dont toutes les pierres vibrent à l'unisson de l'histoire. Bâtie au Xe siècle et fortifiée à plusieurs reprises, la Turbie vaut d'abord par son trophée des Alpes, l'une des rares traces de ce type de triomphe romain. Les murs et colonnes qui subsistent aujourd'hui ne sont que le souvenir d'un édifice de plus de 50 mètres de haut, célébrant la victoire d'Auguste sur les tribus gauloises qui, dans les Alpes, refusaient encore la toute-puissance de Rome. Tout près de la Turbie, une visite se doit d'être rendue à la Madone de Laguet, chapelle de tous les miracles et témoin d'une impressionnante ferveur religieuse touchant les puissants du monde comme les plus humbles manants. Au moment où nous éditons ce film, nous avons tourné de superbes images de Monaco, mais malheureusement nous n'avons encore pu obtenir des services administratifs de la principauté souveraine l'autorisation de les publier. Merci de bien vouloir nous en excuser. Passé Monte-Carlo, la côte offre ses dernières perles, aussi riches que les précédentes et aussi symboliques du passage azuréen. Roquebrune, avec ses ruelles médiévales et son donjon du Xe siècle, vestige des châteaux carolingiens. Puis le Cap Martin, qui, comme ses devanciers, concentre les demeures magnifiques dans un océan de pins et d'oliviers. Enfin, voici, dernière porte avant l'Italie, Menton, rattachée à la France en 1860. Adossée au contrefort des Alpes, la ville n'est que douceur et soleil. Et comme la plupart de ses voisines, elle a séduit les grands de ce monde, de Leeds à Catherine Mansfield. Aujourd'hui encore, les touristes de l'Europe entière se pressent sur l'élégant front de mer, ombragé de palmiers et bordé de sable fin, ainsi que dans les petites rues de la vieille ville. Au fil des promenades, vous ne pourrez manquer le parvis Saint-Michel et les 2 églises qui le bordent, la chapelle des Pénitents Blancs et sa façade Renaissance, face à la baroque église Saint-Michel. En contrepoint du carnaval de Nice, la ville sacrifie aussi, chaque mardi gras, aux traditions les plus anciennes, avec sa fête du citron.
ce voyage ne saurait oublier Sainte-Agnès, le plus perché des villages du littoral. Adossé à une falaise, il offre à 650 mètres les ruines d'un château sarrasin et la vue la plus impressionnante sur cette côte d'Azur, du soleil et de tous les contrastes. Ici s'achève, sur les hauteurs de Sainte-Agnès, notre voyage en Côte d'Azur. Un épilogue symbolique entre mer et montagne, mais surtout pas une fin, tant la région regorge d'autres richesses. Derrière ces murs, derrière ces façades qui ont constitué les repères de notre cheminement, bruissent d'innombrables légendes, de flamboyants souvenirs. Souvent, nous nous sommes arrêtés aux portes des édifices, mais ce n'est que pour laisser votre part de découverte, d'inédit, d'émerveillement. À vous, en entrebâillant ces portes, de vous constituer votre propre livre d'images et d'émotions et de retrouver cette fascination que partagent depuis un siècle des millions d'hommes et de femmes. Souvent aussi, les perles que nous avons égrenées étaient le prétexte à raconter une histoire, petite ou grande, une histoire parmi tant d'autres. Nous l'avons dit, la Côte d'Azur se regarde, se respire et s'écoute. Mais surtout, elle se vit. Toutefois, on ne saurait se quitter sans jeter un dernier regard aux cimes enneigées du Mercantour. À 1 heure du bord de mer, elles font le bonheur des amateurs de glisse et de bonhommes de neige, de ski de piste ou de fond, au soleil, toujours au soleil, à l'image même de toute la côte.